Vous avez sans doute remarqué, j'aime bien parler d'engagement survolant. J'aime bien parler d'humanité, d'humanisme. Et aujourd'hui, je reçois Radha Hatem-Ganzer, qui est la fondatrice de la Maison des Femmes, qui est une femme très engagée contre les violences faites aux femmes. Et on va parler de son engagement, évidemment. On va parler de sororité. On va parler aussi de la culture, mais on va parler aussi de l'engagement des hommes sur les violences faites aux femmes, d'éducation. Bref, un épisode qui devrait beaucoup vous plaire, je pense. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour Radha. Vous allez bien? Bonjour, très bien, et vous-même? Eh ben ça va pas mal. Donc je suis avec Radha Hatem-Ganzer. On se connaît pas en fait. Bon, on vient de discuter. On vient de discuter pendant une petite demi-heure. On a refait le monde. C'est ça. On se connaît par deux personnes. Ina Modja, que je connais très bien, et puis Sabrina Erlori, qui m'a dit il faut absolument que tu la reçoives. Ina m'en avait déjà parlé d'ailleurs. Voilà. Et donc vous avez fondé la Maison des Femmes, qui aide les femmes qui ont souffert de violences, masculines principalement, majoritairement, exclusivement. Il y a des violences féminines, il y a des violences maternelles. Voilà. On en reparlera. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas s'ils sont nombreux, nombreuses, vous pourrez expliquer ce que c'est que la Maison des Femmes? Oui, bien sûr. Alors très succinctement, c'est un lieu de soins, puisque nous sommes principalement des médecins, des sages-femmes, des psychologues. Et notre postulat, c'est qu'une femme qui est victime de violences ou de choses extrêmement dures dans sa vie va probablement plus facilement en parler à un personnel soignant. Et que c'est une très bonne façon d'entrer en interaction avec elle et de comprendre pourquoi elle va mal et de lui proposer un parcours de soins. Donc la Maison des Femmes propose ce parcours de soins aux femmes qui ont subi, ça peut être un viol, ça peut être un inceste dans l'enfance, ça peut être des violences conjugales actuelles, ça peut être des violences éducatives, ça peut être des violences à l'école, des cyberviolences, de la pré-prostitution, enfin le nombre de problèmes est immense. Wow, effectivement. Et comment vous arrivez à faire rompre le silence? Parce que souvent, en fait, il y a une chape de plomb. On l'a vu dernièrement, il y a beaucoup de femmes qui, maintenant, avec le mouvement MeToo et autres, qui se permettent, entre guillemets, de prendre la parole, ce qui est largement souhaitable. Mais c'est vrai on se rend compte que par défaut, il y avait une chape de plomb avant. Comment on libère cette chape? Alors, en tant que soignant, on a quand même accès à l'intimité différemment des médias ou du grand public. Il y a la loi du silence, on la connaît bien, c'est celle qui profite aux agresseurs, puisque c'est en faisant régner cette loi qu'ils s'assurent de leur impunité. Donc, plus vous réduisez votre victime au silence, et plus vous êtes tranquille. Lorsque vous êtes avec votre médecin ou votre sage-femme, et que vous parlez de choses intimes et de difficultés spécifiques, forcément, si la personne en face est quand même douée d'empathie, c'est un petit peu formée aux techniques d'écoute, forcément, on va pouvoir aller sur des sujets très personnels et la parole va se libérer. Après, ça ne veut pas dire que nous, chez une femme adulte, on va appeler les médias pour dire ma patiente, elle a été violée par son prof de tennis. Mais nous, il y a des choses qu'on sait et que les femmes n'ont pas dites, ni à leur entourage, ni à personne. Aujourd'hui, évidemment, les femmes se sentent plus légitimes à parler parce que certaines ont osé crever cette chape du silence et cette loi et se disent alors peut-être que j'ai le droit de parler, moi aussi. Mais nous, ça fait longtemps qu'elle nous parle. C'est une vision quasiment holistique de la médecine, finalement, parce qu'en fait, ça prend... Souvent, ce qu'on reproche à la médecine occidentale, c'est de prendre un problème et de le régler, mais sans réfléchir à l'origine du souci. Là, vous avez forcément une vision holistique, c'est-à-dire que vous repartez de l'origine du problème. Alors, ça peut être très concret quand on a été violé, évidemment, et qu'on est enceinte et qu'on doit avorter, par exemple, mais ça peut être plus insidieux, non? Des choses qui remontent à l'enfance ou... C'est pas une médecine qu'on peut faire... Enfin, il y a différentes façons d'exercer la médecine, bien sûr. Il y a la médecine d'organes, c'est-à-dire je suis cancérologue et je suis spécialisée dans le cancer du sein. Bon, je vais soigner que des femmes qui ont des cancers du sein et je vais peut-être pas passer une heure à me demander si leur maman était gentille avec elle ou si leur frère leur a violée. Encore que ça aurait été intéressant parce que cette violence-là peut expliquer la survenue d'un cancer, par exemple. Et puis, il y a une gynécologie plus sociale qui, elle, s'intéresse à cette femme, cet être humain qu'on a en face de nous, et qui a une vie
qui a des antécédents familiaux, qui a une famille, qui a un métier, qui a un conjoint. Et en fait, on a très vite remplacé à la fois le médecin de famille, le curé de campagne, voilà. Mais il faut aimer faire cette médecine-là, il faut aimer les gens, il faut aimer aller un petit peu dans leur intimité pour mieux les comprendre. Et vous avez raison, en fait, c'est compliqué. Je fais tout le temps ça, mais je viens de voir une jeune fille qui vient me voir parce qu'elle a une sexualité pourrie qu'elle attribue à son excision. Mais en fait, cette gamine, elle a fui son pays africain parce que ses parents ont été tués. Elle est arrivée en France, elle n'avait pas de famille, élevée par l'aide sociale à l'enfance, dans un foyer. Vous imaginez qu'est-ce que c'est comme enfance ? On lui a jamais parlé de sexe, on lui a jamais parlé d'émotion, on l'a jamais pris dans ses bras. Évidemment qu'elle est en galère avec sa sexualité. Donc voilà, on part de l'excision et on arrive à la douleur de l'enfance et à l'accompagnement. Bon, et ben il va falloir un peu réparer tout ça, ça va être long. Et la réponse que je vais lui donner, c'est pas je vais te réparer ton clitoris excisé, parce que ça va rien changer que je fasse ça. Ça va changer, mais enfin en tout cas ça peut pas être que ça. Il faut remonter, il faut reprendre tout à zéro. J'aimerais bien qu'on se pose 2 minutes sur les violences faites aux femmes, parce que je crois qu'il y a un certain nombre d'hommes qui, à force d'entendre parler des femmes, se disent c'est bon, en fait, le problème il est réglé. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Et quels que soient les quartiers, quelles que soient les cultures, même si dans certaines cultures, évidemment, c'est d'autant plus présent, j'aimerais bien que vous partagiez le concret, je veux dire, aujourd'hui, de ce que vivent un certain nombre de femmes. Il n'y a pas de... Le tableau est très plein de nuances. Bien sûr, par essence. Il peut y avoir des difficultés liées à des violences conjugales dans des quartiers extrêmement huppés, avec des femmes qui ont fait des études, qui n'ont pas de problème financier, mais qui se retrouvent dans une relation toxique, dans une relation d'emprise dont elles ont du mal à se défaire. Tout comme vous pouvez avoir contracté un mariage par Internet au fin fond de votre Maghreb et être arrivé en France et tomber sur un imposteur qui en fait avait juste envie d'une bonne et peut-être d'une esclave sexuelle. C'est pas tout à fait la même histoire. Mais l'expression de la violence est la même, c'est-à-dire que c'est l'emprise d'un être humain sur un autre, et il se fait que il est plus fréquemment en défaveur d'un homme sur une femme. C'est ce qui est le plus fréquent. Mais on le retrouve aussi dans toutes les situations où il y a du pouvoir, puisque on voit aujourd'hui que dans tous les domaines où il y a des enfants en situation d'emprise par des adultes, donc que ce soit le sport, que ce soit l'église, que ce soit le cinéma, que ce soit l'école, le processus est le même. Et il intervient aussi bien sur les petites filles que sur les petits garçons. Donc dès qu'il y a pouvoir, emprise, toute puissance et sexualité, on se retrouve dans ce genre de dynamique. Est-ce que vous dites ce que vous essayez de faire alors, pas à travers la Maison des Femmes, je pense pas, mais si, en fait, aussi à travers la Maison des Femmes, d'ailleurs, c'est de l'éducation, c'est-à-dire, en fait, le problème, il doit partir de la racine, c'est-à-dire expliquer aux adolescents comment mieux vivre leur sexualité pour qu'ensuite ils deviennent des parents, ou des parents, en tout cas, qu'ils aient une sexualité plus épanouie, en tout cas, moins violente par essence. C'est vraiment ça, la démarche ou... Enfin, une partie de la démarche, en tout cas. Oui, ça fait partie de... En fait, la Maison des Femmes, c'est aussi et surtout un très gros planning familial. Et dans les missions des centres de planification en France, il y a aller vers les adolescents et les moins adolescents, les plus jeunes, pour leur parler d'émotions, de vie affective, de vie sexuelle. Et aujourd'hui, autant pendant un moment, c'était très prévention. Fais attention à ne pas tomber enceinte, fais attention à ne pas attraper des maladies, voire même chez les garçons, je pense que c'est important, fais attention à ce qu'une fille ne tombe pas enceinte de toi si tu veux pas être papa, donc protège-toi. Aujourd'hui, on balaye plus large, c'est-à-dire on parle aussi cyberviolence, on parle aussi violence intrafamiliale, on parle aussi d'inceste éventuellement, d'excision. Donc on essaye d'ouvrir le dialogue complètement avec ces jeunes, pour que, ils puissent, si jamais ils sont concernés, comprendre qu'il y a des lieux qui sont faits pour eux, qui sont les centres de planning, où ils peuvent aller parler, où ils sont accueillis, où c'est discret, leurs parents ne le sauront pas, et ils trouveront toujours de l'aide. Ça, c'est essentiel. Et aussi pour les amener à se questionner. Et c'est toujours très intéressant d'aller rencontrer ces jeunes, parce qu'ils ont des idées toutes faites.
Genre la sexualité, c'est ce que je vois sur YouPorn, c'est la violence, c'est plusieurs mecs sur une fille, c'est une fille qui fait semblant de pas vouloir, mais en fait elle veut. Et tout ça qu'il faut déconstruire progressivement. C'est tout ce qui est les échanges aujourd'hui de sextape, de cyber porno et tout ça. Il y en a qui en ont fait les frais dernièrement. Voilà, donc hier je rencontrais un groupe de jeunes filles et c'était du gâteau pour moi de repartir de Benjamin Griveaux pour leur dire, vous voyez, ça arrive même à ceux qui se croient très malins, donc ça risque de vous arriver vous aussi les filles, faites attention. Et elles n'ont pas du tout cette notion-là. Et puis sur tout un tas de sujets où je prends l'IVG par exemple, il n'y a pas une rencontre où un garçon ou une fille ne me dit pas, mais docteur, vous tuez des enfants quand vous faites des IVG. Vous êtes un assassin, est-ce que vous dormez bien la nuit? Bon, ben là encore, je prends la demi-heure qu'il faut pour reparler de qu'est-ce que c'est qu'un enfant, qu'est-ce que c'est que désirer un enfant, qu'est-ce que c'est qu'élever un enfant quand on a 12 ans. Et ça nous amène à énormément de sujets, c'est toujours passionnant. Et souvent, quand on parle de violence, moi, ce que j'ai constaté déjà dans ma vie, mais aussi dans la vie d'autres personnes, c'est comme on a une seule enfance et que nos parents, ils nous aiment, et pour nous, c'est la manière ultime d'être aimé, finalement. On ne se rend même pas compte, nécessairement, qu'on a eu une enfance qui était violente. Et je le vois. Donc, j'ai la mère d'une amie qui a été violée par son père. Et en l'occurrence, elle dit quasiment que pour elle, c'était une forme de normalité. Enfin, pas de normalité, mais il y avait ce truc où elle se rendait même pas exactement compte de ce qui se passait. Et ça peut être évidemment moins grave que ça. Il y a aussi ça, peut-être, quand on en parle avec des jeunes, de leur faire réaliser qu'en fait, c'est pas une situation normale. Je sais pas. Bien sûr, que ce n'est pas de l'amour, que ce n'est pas un droit, que tous les pères ne font pas ça à leurs filles, et toutes les mères ne font pas ça non plus. Et c'est compliqué parce que, a priori, on aime ses parents. A priori, on pense qu'ils sont bienveillants et que ce qu'ils vous font part d'une histoire d'amour. Et beaucoup de pères ou de parents, d'oncles, de grands-pères, de grands-frères, violeurs et agresseurs sexuels, expliquent que c'est parce qu'en fait, je t'aime beaucoup et que tu es très importante et particulière et nous avons un secret, cette relation que nous avons et que tous les autres nous envieraient si la connaissaient, il faut surtout pas que t'en parles. Et effectivement, l'enfant, ça rend fou. C'est mon père, il est supposé m'aimer très très fort et me protéger. Et en fait, ce qui me fait me rend malade. Comment je peux interpréter ça? À qui je peux en parler? Est-ce que je ne suis pas en train de détruire ma famille? Est-ce que j'ai envoyé mon père en prison? Est-ce que je ne vais pas être responsable un schéma horrible qui va nous arriver tous? C'est une responsabilité terrible pour un enfant. Et on ne le dit pas assez, même si on commence à le dire beaucoup. La famille, qui est le lieu normalement de la tendresse et de la protection, est très souvent le lieu le plus dangereux du monde. Ça fait peur. D'où l'intérêt d'avoir des enfants qu'on souhaite avoir, n'est-ce pas? Ah oui, ah oui. Et avec les bonnes personnes. Un enfant désiré, c'est tellement mieux. Et avec la bonne personne. On ne sait pas toujours à l'avance, on n'a pas tous des boules de cristal. Non, malheureusement. Non. Mais par contre, effectivement, quand on s'aperçoit que c'est pas la bonne personne, ne pas se mettre de hier, ne pas se dire non mais il faut que je préserve ce lien à tout prix. Parce qu'on le voit quand la justice, par exemple, veut à tout prix préserver le lien avec le géniteur, c'est souvent dans ce sens que ça se passe. Ça pourrait être avec la mère si la mère est maltraitante. Mais de cette obsession du biologique et du lien, parfois conduit à prendre des décisions catastrophiques pour l'enfant. Parce que, en fait, il y a des parents avec lesquels il faudrait surtout pas maintenir de lien. C'est un lien toxique. Ouais, c'est difficile, j'imagine. Oui, c'est difficile. Et d'ailleurs, ça fait pas longtemps qu'on peut en parler sereinement et qu'on dit, non, pas forcément garder le lien avec un parent violeur, abuseur ou qui a tué ta mère, c'est pas forcément la meilleure chose du monde à faire. Et alors moi, il y a un sujet que je voulais aborder aussi avec vous, parce que vous êtes une femme, jusqu'à preuve du contraire. Vous aidez des femmes, donc il y a un sujet qui est la sororité, moi que je trouve hyper intéressant, parce qu'on parle beaucoup donc de fraternité, on en a beaucoup parlé, c'est dans voilà, liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, il y a eu tout ce débat fraternité, sororité. Il y a même des gens, je pense, qui ne savent même pas ce que c'est que la sororité, donc l'inverse de la fraternité, qui ne voient même pas le problème dans le mot fraternité d'ailleurs. Est-ce que les femmes sont nécessairement bienveillantes avec les femmes? Est-ce qu'il faut être une femme pour être bienveillante avec les femmes? Il y a quand même toutes ces questions-là que moi je me pose et qui sont des sujets que je trouve importants en fait. Bien sûr, parce que c'est contre-intuitif.
on pourrait se dire, ah bah oui, il y a que les femmes qui peuvent comprendre les femmes, ou il y a que les femmes qui peuvent être sympas avec les femmes. Mais c'est faux. Il y a autant de femmes sympas que de femmes pas sympas. Et le contraire, pour les hommes, est aussi vrai. Alors oui, on a des problèmes sémantiques. Les droits de l'homme, c'est embêtant. Et on a beaucoup de mal à les faire remplacer par les droits humains. Et liberté, égalité, fraternité, ça peut piquer. On pourrait dire, ah ben non, il faudrait mettre humanité, parce que si on met sororité, ça va pas non plus. Il faudrait trouver un mot qui soit inclusif et pas exclusif. Alors, il y a des femmes géniales, il y a des femmes qui, effectivement, s'enthousiasment pour aider d'autres femmes ou créer des situations d'entraide, et j'en connais plein. Mais c'est pas parce qu'on est une femme qu'on va obligatoirement être super aidant pour des femmes. Il y a des patientes qui disent le pire gynéco de ma vie, ça a été une femme. Et quand j'ai eu un homme gynéco, il a été beaucoup plus doux. Et pourquoi pas? Je pense que c'est plus des êtres humains qui sont violents ou peu empathiques ou inattentifs qu'une question de sexe. Ok. Et alors, tout à l'heure, on parlait d'éducation. Quel est le rôle, selon vous, de la culture dans les violences faites aux femmes? Parce qu'il y a aussi ce rôle-là, nécessairement. Enfin, quand on parle d'éducation, il y a forcément une question de culture. Comme toutes les croyances, en réalité, on peut tout réinventer aussi. Le principe même de la croyance, c'est qu'on peut la réinventer. Mais le rôle de la culture est assez présent. Vous êtes libanaise d'origine. Il y a évidemment une position de la femme qui est différente au Liban qu'en France, par exemple, je suppose, comme c'est le cas en Asie, comme c'est le cas dans d'autres pays. C'est quoi, selon vous, le rôle de la culture? C'est un rôle essentiel parce que en fait, ça nous donne des référentiels, notre culture. Et quand dans votre référentiel depuis toute petite, on vous a inculqué, et vous l'avez complètement intégré, qu'une fille, c'était pas la même chose qu'un garçon. Qu'une fille, ça n'avait pas les mêmes droits, ça pouvait pas s'habiller pareil, ça pouvait pas sortir pareil, qu'on n'investissait pas pareil. Que par exemple, s'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, les bons morceaux de viande va aller au garçon, parce qu'il en a plus besoin, bien sûr. Si tout le monde ne peut pas aller à l'école, c'est le garçon qui va aller à l'école, parce que la fille, on va l'investir à aider sa maman dans les corvées ménagères, à torcher les petits, à l'aider à la lessive, etc. Donc quand depuis toute petite, on vous a expliqué ça. C'est vachement difficile pour vous après de vous dire « Non, mais en fait, je suis un homme comme les autres et j'ai les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et je peux devenir astrophysicienne si je veux. » Ça, c'est vachement difficile. Quand on vous a toujours élevé dans l'idée que la femme obéissait à l'homme, la femme appartient à l'homme comme la pomme au pommier, je crois, disait Napoléon Bonaparte, mais que vous avez intégré ce truc-là, eh bien, si votre mari vous viole et vous frappe, quelque part, vous dites, c'est mon job, c'est mon devoir conjugal. Donc, plus vous êtes élevé dans cette culture qui fait une vraie différence de valence entre les sexes, comme disait Françoise Héritier, et plus vous l'intégrez comme étant la norme. Ce qui fait que quand ça devient trop, vous vous mettez un temps fou à vous dire, mais en fait, non, il n'a pas le droit de me faire ce qu'il fait. Et c'est très difficile à verbaliser, à exprimer. Donc oui, la culture n'aide pas les femmes, et plus ce sont des cultures traditionnelles avec des tas de coutumes très 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 néfastes. Il y a l'excision bien sûr, mais il y a le repassage des seins, il y a le lévirat qui vous oblige à épouser votre beau-frère quand votre mari est mort, il y a le fait de vous faire enterrer vivante avec votre mari. Toutes ces traditions-là, elles vont dans le même sens. C'est-à-dire que la valeur humaine d'une femme n'est pas grand-chose et se mesure à l'aune de son conjoint ou de sa famille. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui viennent donc des pays du Maghreb ou du Proche-Orient, qui disent « J'en ai marre que l'honneur de ma famille soit entre mes cuisses. » Ça en dit long. Effectivement. Et alors, moi, j'aime bien parler d'engagement aussi. Donc vous avez un engagement qui est très fort. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent engagés, qui parlent beaucoup, en fait. C'est-à-dire qu'ils s'engagent sur Instagram, mais en réalité... Oh, c'est méchant, ça. Non, c'est pas méchant. Je constate que... Et je me dis pas meilleur que les autres, attention. Mais vous avez un vrai engagement, parce que vous faites les choses, vous aidez les femmes dans un certain quartier, en tout cas, dans les quartiers. Comment, en fait,
Enfin, après, avec le recul, votre expérience, comment une femme aujourd'hui qui se dit féministe, ou en tout cas qui a envie de s'engager dans une certaine mesure, dans une forme de sororité, comment elle peut s'engager aujourd'hui? Parce qu'il y a, évidemment, tout le monde n'est pas gynéco, donc on peut pas aller aider. Enfin, je veux dire, on va pas s'improviser gynéco, on va pas s'improviser psychologue, même s'il y a plein de gens qui le font, ou coach. Mais comment je peux m'engager si moi j'ai pas les compétences particulières pour le faire? Eh bien, c'est très facile. Je crois qu'il faut qu'on fasse surtout ce qu'on sait faire bien. Alors moi, j'ai de la chance, je suis gynéco, donc ce que je sais faire bien, c'est m'occuper des femmes. Enfin, j'espère. Donc voilà, je fais ça à fond et j'en suis très heureuse. Si vous n'avez pas de compétences spécifiques, vous pouvez inventer autre chose. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, si vous êtes un super trader, vous gagnez plein d'argent et avec l'argent dont vous n'avez pas besoin, vous décidez d'aider quelqu'un qui fait des trucs. Donc ça, déjà, c'est merveilleux. Après, il y a plein d'autres métiers où vous pouvez aider, même marginalement. Là, je viens de rencontrer une jeune femme qui est juriste et qui, elle, extrêmement sensibilisée par les violences faites aux femmes, a décidé de démissionner de son cabinet d'avocat et de monter une espèce d'association de juristes qui vont venir aider les structures comme la nôtre qui prennent en charge des femmes. Donc, elles ne sont pas gynéco, mais elles vont faire ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire accompagner les femmes dans leurs droits. Vous pouvez être policier et venir à la maison des femmes, donner 2 heures de votre temps bénévolement pour rencontrer des femmes et leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'une plainte, qu'est-ce que c'est qu'aller au commissariat. Donc, il y a plein de choses. Et vous pouvez, moi j'ai beaucoup de jeunes filles, malheureusement c'est des jeunes filles, qui sont chez Danone, chez L'Oréal, et qui s'ennuient et qui trouvent que ce qu'elles font n'a pas de sens et que vendre plus et plus des choses à des gens qui n'en ont pas besoin, c'est absurde, et qu'elles cherchent du sens. Donc elles viennent et on essaie de trouver comment elles peuvent aider. Et il y a 1001 façons d'aider. Ça peut être aider à organiser une soirée de gala, comme notre amie commune. Ça peut être aider à monter un colloque sur les violences. Ça peut être organiser je sais pas, le Noël des enfants de la Maison des Femmes. Donc, ce travail dans ce lieu particulier m'a permis, par exemple, d'être en contact avec, je sais pas, ça doit faire au moins 80 jeunes femmes qui sont passées 15 jours, 3 semaines, 6 mois, 2 ans avec nous, qui n'avaient aucune compétence en santé, ni même en santé publique, et qui ont chacune apporté quelque chose d'extrêmement précieux à notre action. Et je pense que si elles l'ont fait avec nous, ça peut être fait n'importe où. Parce qu'on rappelle que vous êtes une association. C'est ça, c'est une association? On a 2 jambes. On est une unité de soins de l'hôpital, mais aussi on est une association, ce qui nous permet de faire du plaidoyer, de lever des fonds et de communiquer très spécifiquement en dehors de l'hôpital. Donc on peut simplement vous donner de l'argent? On peut aussi nous donner de l'argent. Tout simplement. On promet juste de l'utiliser à bon escient, ça c'est sûr. C'est pas mal. Une question, parce que depuis tout à l'heure on parle des femmes qui aident les femmes. Comment on sensibilise les hommes? Pourquoi? Enfin, j'ai l'impression que les hommes ne sont pas forcément très sensibilisés à la question, ou en tout cas un peu à distance. Je ne sais pas si vous avez une lecture de ça ou pas, parce que j'imagine que vous avez aussi discuté avec des hommes dans le parcours. Oui, ça m'arrive. je suppose. Je ne refoule pas les hommes. C'est ça, n'est-ce pas? Comment on fait pour plus les sensibiliser, pour pas leur dire finalement c'est pas un problème? C'est pas le problème des femmes, c'est le problème de l'humanité en fait, concrètement. C'est l'essence même de notre combat, c'est-à-dire sortir ces histoires de violence familiale du giron des affaires de bonnes femmes et les poser sur la table en disant c'est l'affaire de tout le monde, parce que dans les familles violentes il y a des enfants et ces enfants sont des 2 sexes et l'impact des violences sur eux est aussi grave sur les petites filles que sur les petits garçons, et donc peut les conduire à reproduire ou à reproduire le fait d'être victime. Donc c'est fondamental, je veux dire, c'est aussi important que l'éducation, et nos politiques devraient se préoccuper autant que de l'économie de ce qui se passe dans les familles et des violences, parce que très longtemps on a dit ça ne me regarde pas. C'est des histoires de famille, et c'est ce que disent les Russes d'ailleurs, ils disent les violences c'est dans la famille, ils ont tous les droits, j'interviens pas. C'est pour ça qu'en Russie, il y a, paraît-il, 16 femmes qui meurent par jour. Chez nous, c'est 1 tous les 3 jours. C'est ça. Mais je crois de mémoire, en Russie, quand on frappe sa femme une fois, c'est légal.
mais si on la frappe une seconde fois, ça devient plus légal. Mais il y a quand même j'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu que c'était parfaitement légal parce que ça regardait personne, ça se passait dans la famille. Ah ouais, c'est vrai. Il faut sortir cette histoire de la famille. Ça concerne tout le monde. Donc les hommes sont concernés. Après, il y a beaucoup d'hommes qui sont plutôt bienveillants et qui n'ont jamais croisé ce genre de choses et qui pensent que ça n'existe pas, ou alors loin, ou chez les pauvres, ou chez les migrants, et qui, quand ils sont confrontés plus directement à des amis chez lesquels ils n'imaginaient même pas que c'était possible, parce que, évidemment, les femmes sont de très grandes menteuses et qu'elles masquent tout et qu'elles sont capables de donner le change. J'exagère. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'une femme, par exemple, va subir des choses et faire bonne figure et dire mais non, tout va bien, mettre des lunettes de soleil, du fond de teint, des manches longues pour masquer des trucs. Et il y a parfois des hommes qui tombent de l'armoire en s'apercevant que leur meilleur pote, celui qui a l'air si sympa, qui est si drôle et si généreux, est en fait un tyran et une ordure à la maison. Donc quand les hommes se rendent compte que c'est assez proche de chez eux, tout ça, leur regard change et je crois qu'il faut faire beaucoup de pédagogie avec eux. Mais je crois aussi que la génération d'après, les trentenaires, de ce que je peux en voir, ont mieux intégré que leurs parents cette idée d'égalité, de respect, de partage, et que peut-être que l'avenir va venir de là, enfin que la solution va venir de ces jeunes qui, mieux que nous, ont compris que notre planète n'était pas une poubelle et que les femmes étaient leurs égales et qu'il fallait repenser le couple et repenser l'éducation. Le lien, l'éducation, le lien. Parce que je disais tout à l'heure, effectivement, elles exagèrent, parce que ça peut être là. Moi, j'ai vu ça chez des hommes, de premier abord, la première réaction qui fait peut-être qu'elle exagère, et en fait qui défendent. Ça peut arriver, en tout cas. Bien sûr, combien d'hommes ont compris que leur meilleur ami était une ordure, mais ont mis des semaines avant de l'accepter. Mais c'est pas possible, je le connais bien, c'est mon pote, on a fait les 400 coups ensemble. Il peut pas faire ça. Mais si, il fait ça, sauf qu'il te l'a pas dit. Donc oui, c'est pas toujours évident à intégrer. Mais je crois qu'une fois qu'on l'a compris, on regarde les choses autrement. Et je pense que plus la parole va se libérer, plus les femmes vont parler, et moins les hommes pourront dire non, elle exagère, c'est pas possible. Et c'est même vrai chez les policiers, parce que les policiers, leur première action, c'est de dire non, mais pas tout ça pour ça, enfin c'est pas très grave, enfin c'est votre mari, c'est le père de vos enfants. C'est des réactions complètement patriarcales, mais qui n'aident pas. Non, ça c'est sûr que ça aide pas des masses. Je voulais vous demander, donc c'est la dernière question de ce podcast, mais elle est importante. À quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte ? J'aime pas claquer les portes. Il faut l'ouvrir alors. Mais justement, moi j'ouvre et j'essaye vraiment d'ouvrir la porte aux jeunes. Parce que toutes ces jeunes dont je vous parlais qui sont venus nous voir, et c'est aussi un effort d'accueillir des jeunes parce qu'on prend sur notre temps, on leur explique des trucs, on essaie de les engager avec nous. Ça a toujours été un cadeau en retour. Donc j'ouvre grand la porte aux jeunes et j'aimerais que parmi ces jeunes, il y ait plus de garçons. On en a eu très peu. D'accord. Et alors, aujourd'hui, la Maison des Femmes, ça se développe, je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'est en Seine-Saint-Denis, mais il y a d'autres structures qui sont en train de se créer aussi. Oui, on a une première petite sœur qui est née à Bruxelles, une autre à Bordeaux. Aujourd'hui, l'Assistance publique de Paris envisage d'en ouvrir 2. Une à Bichat, une à la Pitié, à Brive, à Strasbourg, peut-être à Caen, peut-être à Plaisir. Il y a plein de petits projets qui sont en train de frétiller. Et si on veut aider, on peut donc soit donner de l'argent, ce qui est totalement, j'imagine, sur vos sites web, mais aussi... Très facile. Voilà, très facile. Mais aussi peut-être y aller, tout simplement, aller au contact. On peut donner de l'argent. On peut donner de son temps, on peut donner de ses compétences, parce que le pro bono, c'est pas un vain mot. Il y a maintenant des boîtes, par exemple, qui libèrent, et je trouve ça génial, leurs salariés un jour par semaine, à condition qu'ils aillent travailler dans une association. C'est-à-dire, vous pouvez être cadre chez EDF et venir un jour par semaine m'aider à faire des statistiques pour mes projets de recherche de mesures d'impact, par exemple. Si vous êtes un champion du monde d'Excel, ça peut aider. Voilà, ce genre de choses. On peut aussi venir à notre soirée de gala, le bal des sorcières, le 28 avril, en prenant une table et participer aussi au développement des maisons des femmes un peu partout en France. Super. Merci beaucoup, Rada. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.
Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux, sur Instagram Stories ou sur Facebook ou LinkedIn. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sociales sous le nom Greg from Paris. À bientôt!